Allô tout le monde, c'est l'émission de la communauté BDC. Mon nom est Michael et je suis votre animateur. Nous allons parler avec les différents membres qui font de notre communauté de Bateau Dragon une richesse mondiale dans le sport que nous aimons tant. Et oui, l'audio est bien réglé, nous avons un épisode spécial aujourd'hui, notre premier dans la langue de Molière. Je veux explorer la logistique nécessaire pour organiser un club de Bateau Dragon, et qui de mieux que parler avec Linda Rivière et nous le faire expliquer. Elle est la gérante du club de vin de Dragon, quelqu'un que je suis habitué à voir très régulièrement. Alors ça a été un plaisir de pouvoir les reparler après si longtemps. Alors sans plus tarder, Lynn Larivière. Lynn Larivière, merci de m'avoir rejoint dans notre conversation pour Dragon Ball Canada. Comment Ça vas-tu? fait plaisir. Alors, comme toutes mes conversations, on va commencer au début. De ce que je sache, ton premier contact avec le sport du bateau dragon, c'est avant que tu as commencé à travailler dans le monde du bateau dragon. C'est bien Oui, ça? oui, exact. Je crois que c'était en l'été 2008, le club MDBC, donc Montreal Dragon Boat Club, que ma sœur faisait partie, faisait une levée de fonds sur le canal de la Chine à cette époque-là. C'était quand même plus petit. Je crois que c'était dans leurs premières éditions de fundraising. Ma sœur cherchait bien sûr des pagayeurs. Donc, j'étais allée avec toute ma famille, des cousins, des cousines, et on avait rempli un bateau. Et c'était toi, Mike, tu avais été un de nos Pour de vrai? coachs. Oui, j'ai une photo où c'est moi qui pèse, je suis du côté gauche, et c'est toi qui es à l'arrière, tu avais des cheveux, tu étais plus jeune. Oui, ouais, ça fait un bout. Et je pense que tu étais un peu découragé Pour de vrai? du talent inexistant de ma famille. Je me sens mal. Non, c'est très drôle, parce qu'on était poches. Ouais. Donc Et alors, ça a ça, c'est été ton. vraiment mon premier contact. Comme ma sœur en faisait, je suis allée faire cette activité-là. Donc, c'était la première fois que j'avais embarqué dans un bateau. OK. Et de là, euh, alors 2008, c'est quand tu as eu ton premier contact avec le sport. Ouais. Tu vas commencer à travailler chez 22 Dragons en 2010, si je me souviens bien, right? Exactement. Donc, Et, au mois d'avril 2010. voyons, le processus d'interview était particulier, si je me souviens bien. À Tu m'as aidé peine. avec cette histoire. Comment est-ce que tu te rends, comment est-ce qu'on passera de sœur de quelqu'un qui participe dans le sport à employé comme 100% fondamental au fonctionnement de Vaincre Dragon? Ouais. Donc, j'étais partie en septembre 2009 pour 6 mois au Brésil. Et quand j'étais presque revenue ici, donc je crois que c'était fin mars, mi-mars, ma soeur me contacte, elle me dit prépare ton CV, envoie-moi ton CV. Mon club de bateau dragon cherche en urgence quelqu'un pour travailler pour eux. Fait que là, j'étais comme OK, mais c'est quoi la job? Donc, et c'était par courriel parce que là, on se rapporte à 2010, Facebook existait, mais je ne sais pas s'il y avait, je me souviens pas s'il y avait chat Messenger. Ouais. Donc, ça se faisait par courriel. Donc, à distance, parce que là, après le Brésil, j'étais un mois en France. OK. Donc, à distance, j'essaie de retrouver mon CV, je le rafistole un peu, j'essaie de l'arranger et j'envoie à ma sœur qui ensuite le transmet à Matt Smith, si je me souviens bien. Donc, ils me contactent, ils me disent on va faire une entrevue, si possible, via Skype. Mhm. Donc, dans le temps, c'était la seule plateforme qui existait, je pense, pour faire des live calls. Certainement la plus populaire du moment. Oh, oui, exact. Donc, je vais dans un café, je m'installe, je ne sais même pas si j'avais des écouteurs, j'entendais pas super bien. Et, ah oui, très, très drôle anecdote. Donc, je vois Matt Smith et j'entends seulement Matt Robert qui est derrière parce qu'il était allé courir. Donc, il voulait pas se montrer à la caméra. Donc, on a fait l'entrevue via Skype. On s'était jamais nécessairement croisés non plus parce que à cette époque-là, j'habitais à Québec. Le club était à Montréal. Donc, on ne s'était jamais vraiment croisés plus que ça. Et ils me disent ah, OK, ben dans quelques jours, on rencontre d'autres candidats. Dans quelques jours, on va te donner des nouvelles. Et finalement, je pense que ça a été le soir même qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient que je commence à travailler pour eux. OK. Si je me souviens bien, j'atterrissais comme le 10 avril. Tout de suite en descendant de l'avion, je suis venue voir Matt
Smith au bureau qui partait ensuite pour le camp d'entraînement à Myrtle Beach. OK. Donc, il m'a fait visiter, moi, vite, je descendais de l'avion, décalage horaire, il me montre des trucs, ça va être ça ton ordinateur, les bateaux dragons sont là-bas. C'est le gym, il y avait Kellyanne à ce moment-là qui était au gym aussi, donc moi, j'étais pas toute seule et j'ai commencé tout de suite, donc le lundi, en revenant de 7 mois à l'extérieur du Québec. Avec la moitié des boss qui n'est même pas en ville pour pouvoir te guider à travers le début de ta job. Exact. Je pense que Matt Robert avait changé son billet d'avion pour descendre au camp d'entraînement pour rester avec moi jusqu'au mercredi. Mais là, après ça, on a les événements, on a Myrtle Beach, Greenville, tout ça. Donc, ils devaient les deux partir. Il n'y avait pas d'autre choix. Il y avait le camp d'entraînement aussi à cette époque-là. Donc, voilà. Ouais, j'avais commencé un peu toute seule. Ma sœur, elle m'aidait, elle me donnait des inputs un peu. J'avais accès à un courriel, mais je connaissais encore pas beaucoup de choses. Donc, je prenais beaucoup de choses en note. Mais je me souviens quand même, là, on avait beaucoup discuté par courriel, par téléphone. Il m'appelait tous les jours pour s'assurer que je n'étais pas trop perdue. Donc, c'est comme ça que ça a commencé quand même. Quand même un début un peu rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Maintenant, alors ça fait 10 ans que tu es impliqué avec le club. Ouais, 11 ans dans 3, je ne sais pas, un mois. Ouais, dans pas longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à Lynn 2010 pour mieux la préparer, si tu pouvais retourner dans le temps? Pas grand-chose, je pense. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais plus que ça. Aussi, à cette époque-là, je ne peux pas cacher que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. J'avais étudié, avant de partir pour le Brésil, j'avais fait un bac en traduction. Mais je savais que ce n'était pas nécessairement mon domaine à moi, que je voulais travailler là-dedans. Donc, je me suis dit, bah, c'est une transition, je vais travailler là pendant quelques années. Finalement, j'aime ça un peu plus. Ma job que j'ai aujourd'hui n'est pas du tout ce que c'était à l'époque. À l'époque, les gars, ils ont quand même... ils m'ont pas tout garoché la gestion. Ils sont allés progressivement. Mais aussi, le club a grandi depuis que je suis là. En effet, ça mène à ma prochaine question. Le club a en effet évolué beaucoup dans les 10 dernières années. On l'a tous les deux vécu. Comment est-ce que ta job a évolué de ce que tu faisais, de ton day-to-day en 2010 comparé à ce que tu fais ces jours-ci? Donc, à l'époque, je faisais comme plus service à la clientèle, je dirais, s'il y avait des gens qui nous contactaient pour commencer le bateau dragon, donc pour être introduit au sport, donc pour commencer à faire du bateau. Donc ça, c'était comme une de mes plus grosses tâches. Je restais aussi souvent le soir pour les pratiques, pour accueillir justement ces pagayeurs-là, assurer un bon encadrement, tout ça. Ce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le temps du tout de faire. Donc, quand que la pandémie s'est repassée, on va engager probablement un étudiant ou un pagayeur qui va pouvoir assurer ce rôle-là parce que je pense, à l'époque, ça l'aidait vraiment beaucoup à créer plus un esprit d'équipe quand que je pouvais être plus au club. Mais c'est ça. Comme la première année, là, je dirais que c'était vraiment plus une introduction. Essayer de comprendre c'était quoi le bateau dragon, c'est quoi tous les petits aspects, qu'est-ce qui fonctionne pas avec les équipes. Puis là, après ça, plus les années ont avancé, là, ça a été beaucoup plus de gestion. Donc, la comptabilité, les ressources humaines, ces trucs-là. OK. C'est ça. Alors, parce que tu disais qu'au début, c'était plus service à la clientèle, j'imagine que c'était important d'avoir connect a face to the voice parce que le monde appellerait au club, tu vendrais des services et ce serait bien de pouvoir rencontrer la personne avec qui tu as fait affaire. Oui, exact. Mais en effet, je l'ai déjà vu là, à quel point que ça brise la routine de ta journée quand tu es dans des gros fichiers Excel, tu es en train de
de décider comme, OK, l'argent va où? Est-ce que ça a disparu? C'est combien d'employés que j'ai besoin? Ah, et c'est vrai, il faut que j'aille courir jusqu'au bord de l'eau pour rencontrer du monde. Un team building, par exemple, Ouais. qui commence en plein milieu de journée, exact. Si je mets pas un rappel sur mon téléphone, c'est clair que je vais oublier le team building, ou si les coachs ne viennent pas me chercher avant, ça arrive que je skip des choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je dois penser, que je dois gérer en même temps. Ouais. Surtout l'été. Et surtout, c'est des choses qui sont pas nécessairement connectées. Alors, c'est comme un changement de mindset qu'il faut faire. Ouais, exact. Euh, Comme aller dehors, d'être toute bubbly pour accueillir les gens et tout ça, mais quand que je suis au bureau, c'est OK, focus sur la tâche. tu as mentionné comment tu te voyais initialement faire comme aider chez 22 Dragons pour quelques années, remettre, te redonner un peu de rythme au Québec et ensuite on verra où est-ce que ça mène, mais finalement Ouais. tu t'es retrouvé à aimer ça beaucoup plus que tu t'attendais. C'est quoi qui t'a accroché? Ben, je me suis rendu compte que c'est ça le côté gestion, que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis allée faire un certificat en gestion d'entreprise au HEC aussi. Je me souviens plus, je crois 2014 que j'ai commencé à faire à temps partiel. Je l'ai terminé en 2017. Parce que c'est ça, je me suis rendu compte que c'est ça que j'aime. J'aime gérer des choses. Ma mère dirait que je suis germaine, mais je pense pas parce que j'écoute quand même beaucoup les gens autour de moi. Je suis ouverte aussi aux commentaires, tout ça. Mais c'est ça. Non, la gestion, c'est vraiment quelque chose que j'aime et aussi que ce que j'apprécie à Vendo Dragon, ce qui des fois peut être autant le côté négatif que le côté positif pour moi, c'est la variété des tâches. D'aller aux événements la fin de semaine, voir les pagayeurs qui sont contents d'être là, d'être présents, de faire les courses, ils viennent me voir, me saluer. Des fois, il y a des gens, c'est ça, ils font juste passer « Ah, salut, Lynn! » Donc, ça fait du bien. C'est vraiment le fun. Puis, je n'ai pas d'horaire typique à ma journée. J'arrive, je m'assois à mon bureau, puis bon, qu'est-ce que j'ai goût de faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai goût de faire plus de la comptabilité? Ça arrive rarement, mais donc, c'est ça. Donc, mais tu sais, des fois, il y a les urgences que maths et maths vont me donner, que je dois mettre en priorité, mais c'est ça. Il n'y a jamais une journée pareille. C'est vraiment ça que j'apprécie. Je me rends compte que j'ai un esprit libre quand même et j'ai besoin d'avoir cette flexibilité-là dans mon travail. Euh, parlons en effet de la gestion. On va commencer là-dessus. N'importe qui a essayé de gérer une équipe et encore plus un gros club comme chez nous à 22 Dragons, la communication, c'est clé. Être sûr que l'information se rende à tout le monde en plus ou moins même temps et que tout le monde a compris pour que les choses puissent couler sensiblement, sans problème, sans friction. Tu as maintenant presque 11 ans d'expérience à essayer de gérer 170 personnes en même temps. C'est quoi que tu as trouvé qui fonctionne non, encore plus intéressant, commençons avec ce qui n'a pas fonctionné. Des choses que tu as essayées et que finalement, non, c'était pas la bonne solution. Et ensuite, on transitionnera vers qu'est-ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'aime bien, c'est sûr, l'utilité Facebook. Les groupes Facebook, je trouve que c'est quelque chose de vraiment pratique quand c'est des petites équipes. Donc, par exemple, je les appelle mes petites équipes de débutants, là, donc des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était toujours un bon moyen pour que les gens puissent être tous ensemble et communiquer. Là où ça fonctionne moins, c'est quand tu as une ou deux personnes qui ne sont pas sur Facebook et qui ne veulent rien savoir d'être sur Facebook. Donc, ça complique la chose. Mais quand même, le principe de Facebook de dire on a un point central où tout le monde, et presque la majorité de la population est sur Facebook. Donc, ça, je trouve que ça fonctionne quand même bien. Ça fonctionne un peu moins bien quand c'est un groupe avec plusieurs personnes. Parce que là, c'est un peu plus difficile, je dirais, de contrôler peut-être le message et s'assurer que ça va être
les communications les plus importantes uniquement qui vont se retrouver là et pas nécessairement des blagues. Ouais. Donc, tu sais, oui, des fois, les blagues, c'est le fun. Et là, surtout en temps de pandémie, c'est le fun qu'on ait ces petites blagues-là pour détendre l'atmosphère. Mais en pleine saison, quand on a besoin de dire, bon, les nationaux, j'ai besoin d'avoir un paiement, ben ça ne fonctionne pas. Les communications les plus importantes, là, en ce moment, nous, on fonctionne encore avec le courriel. Mais c'est ça. Je dirais, là, tu vas peut-être d'accord avec moi sûrement, là, mais la communication, je pense, c'est avec nos pagayeurs. Donc, nous, dans le bureau, ou les coachs avec les pagayeurs, c'est comme encore le point qui est. Je pense qu'on n'a pas trouvé encore la perfection. Le truc parfait qui fonctionne pour tout le monde. T'sais, oui, on utilise Facebook en tant que club avec ben, nos gestionnaires d'équipe, avec nos membres du club élite. Mais comme les communications les plus importantes, on n'a pas le choix d'envoyer un courriel parce qu'on a quelques pagayeurs qui ne sont pas sur Facebook. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, des fois, il y a des personnes qui reçoivent les messages en double, ce qui peut être, je pense, un peu dérangeant pour certains. Mais ouais, j'ai pas trouvé encore de solution idéale. Ouais, on a trouvé notre. Je crois qu'en ce moment, la combinaison courriel et Facebook fonctionne assez bien. Ça, Ouais. ça a le bon mix pour être sûr de se rendre à tout le monde. Mais je suis d'accord que c'est pas encore 100% sans fonction. Non, c'est ça. Puis là, en plus, je sais pas, je pense pas que c'est le serveur 22 Dragon qui est problématique. Je pense que c'est Hotmail et Gmail. Eux, par moment, vont parfois considérer 22 Dragon comme un spam. OK. Puis, tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est ça, 22 Dragon, le problème, mais je pense que c'est quand on envoie trop de courriels en masse à plusieurs personnes, Ouais. ça bloque dans les serveurs, puis là, on se retrouve dans les spam folders des gens. Fait que ça, c'est pas. Ça fait que le message ne se rend pas, puis là, on doit tout le temps dire ben, regardez vos spams, ce qui n'est pas efficace dans un sens. Là, c'est un message important, les gens devraient le recevoir automatique. Donc, ça, c'est comme pour moi le point qui me gosse encore, puis que j'ai pas trouvé le truc parfait. T'sais, idéalement, j'ai l'impression qu'il nous faudrait une application juste de communication, mais là, les gens devraient rajouter encore une application. Puis ceux qui n'ont pas vraiment de téléphone intelligent ou qui n'aiment pas trop la nouvelle technologie, si je peux dire, ben on va encore avoir un problème. Fait que je ne sais pas. Ouais. Non, je veux dire, j'ai des amis qui font partie de Boston One. Ouais. Alors, eux, ils m'ont déjà recommandé l'utilisation de Slack qu'on utilise avec Dragon Canada. Ouais. Parce que tu peux avoir, une section du chat qui est dédiée aux jokes, alors comme ça, et une autre section qui est dédiée aux choses importantes et tout comme ça. Alors, c'est facile de filtrer et être sûr que tu vois seulement les messages que tu veux et en effet, pas perdre tes messages importants parmi toutes les jokes du monde. Ouais, c'est ça. Mais en effet, la difficulté là, c'est que avec Boston One, c'est une équipe de jeunes gradués de l'université qui C'est sont. ça, mi-vingtaine. Nous, dans notre club élite, on a des gens dans la vingtaine avec nos U24, mais on a aussi nos seniors maintenant C. Donc, on a un range d'âge là, vraiment grand que. C'est ça, l'aise avec la technologie ou adopter des nouvelles technologies. C'est Ouais, surtout c'est ça. ça. C'est pour ça que, tu sais, je pense d'utiliser des choses que les gens sont déjà capables de maîtriser, c'est sûr que c'est l'idéal. Donc, Facebook, courriel. Mais, tu sais, c'est ça, c'est pas parfait. On ne dit pas, on les oblige pas, mais comme par exemple, je sais que la dernière fois, c'est en quelle année, mon Dieu? Je suis perdue dans les années. Quand il y a eu la Hongrie à Szeged, la dernière fois, 2019? De Szeged, 2018? C'était 2018. Oui, fait que, tu sais, je sais que Smith, Lauriane, toi, vous avez beaucoup comme envoyé des messages là-dessus pour rassembler les pagayeurs. OK, on se voit demain matin à 7h15 pour partir, pour aller au race site. Fait que, tu sais, ça, c'était efficace. Je pense que ça a bien fonctionné parce que vous aviez le Wi-Fi à l'hôtel. Puis les gens, ils se voyaient, puis là, ils se disaient « Ah, t'as-tu vu le message à Matt sur le groupe Facebook? »
J'ai dû aussi gérer à distance. Je ne sais plus c'est quoi j'ai géré à distance, là, mais de Montréal, j'avais envoyé des fichiers, partagé des fichiers par courriel. Ouais. Wow! J'étais pas au courant de ça, mais je serais pas étonné qu'en effet, que tu aies fait exactement ça là, et que pendant qu'on dormait, il y avait des choses qui se passaient Des qui petites choses faisaient qui en se sorte passaient ici à Montréal, exact. que. Tiens, on continue sur le sujet. Je sais qu'il y a de plus en plus des sites Internet ou des services Internet c'est des portails pour gérer tous les enregistrements, les formulaires, les coûts, etc., etc. Et euh, est-ce que, comme ça, c'est un élément que je ne suis pas 100% sûr à quel point que tu as de l'expérience avec, puisque j'avoue, c'est n'importe qui a travaillé avec moi le sait, je ne suis pas particulièrement la personne à qui demander des questions au sujet de la gestion, alors comme je fais juste ce qu'on me dit, et point c'est tout, je ne remarque rien. Since when the zoo left, Ouais, exact. Michael is lost. Mais je m'améliore, mais je ne suis pas encore là. Un cellulaire déjà. Alors, ma question, j'imagine que toi, tu en as vu passer un peu plus. Euh, aurais-tu une idée de s'il fallait nommer des affaires, c'est quoi qui font en sorte qu'il y a certaines plateformes qui sont meilleures, qui sont plus faciles à utiliser, ou ceux qui fonctionnent moins bien? J'imagine spécifiquement, parce que c'est l'expérience que tu auras, du point de vue en tant que le gestionnaire en train de gérer d'utiliser une plateforme pour gérer beaucoup de monde. C'est quoi les éléments que tu aimes moins? Ce que j'aime, c'est que le pagayeur, lui, va faire l'action de s'inscrire. Donc ça confirme son intérêt. Et dès qu'il envoie ses informations aussi, si idéalement on peut aller chercher un dépôt, ça, c'est l'idéal. Et après ça, d'échelonner les paiements, soit sur carte de crédit ou par virement Interac, on a beaucoup fonctionné aussi dans les dernières années. On a utilisé il y a des années, là, moi je suis tellement poche dans le temps, il y a 3 ans, je dirais peut-être, donc une plateforme comme ça, que c'était les payeurs qui devaient faire le geste d'aller s'inscrire, rentrer leurs coordonnées et après ça prenait les paiements automatiques sur leur carte. Ça, c'était bien, sauf les gens qui ne sont pas tout le temps à leur affaire, qui ne regardent pas tout le temps les courriels, bien là, ils ne s'inscrivaient pas. Puis là, ils venaient dans le bateau quand même, puis ils pratiquaient, mais ils ne payaient pas. Fait que là, j'ai dû parler, je pense, à un moment à un des coachs pour dire, ben là, cette personne-là, tu ne laisses plus rentrer dans le bateau parce qu'elle ne paye pas, c'est pas juste. Donc, parfois, c'est de jouer un petit peu comme ça à la police pour dire, ben là, prends tes responsabilités, comme grandis, puis fais ce qu'il faut. Là. Si tu vas dans un gym, ben, tu vas t'inscrire directement en entrant. C'est ça qui est un peu difficile avec le bateau dragon, c'est que comme ça se fait à l'extérieur, ben, il n'y a pas nécessairement de gate, si je peux dire, qu'on doit traverser puis prouver qu'on a payé son inscription, tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment de s'assurer toujours que ton line-up puis qu'est-ce qu'il a payé, ben, tu dois toujours faire une vérification. Je le faisais peut-être une fois par mois à peu près. Je m'assurais que je regardais les listes de présence des capitaines puis je faisais la contre-vérification avec qui était inscrit pour m'assurer qu'on n'en échappait pas. J'imagine qu'avoir une... on pourrait dire que beaucoup de ta job se passe comme derrière les rideaux et quand ça va bien, comme, en guillemets, on ne remarque pas ce que tu fais. Ouais. Mais je crois que là, c'est un bon exemple de l'importance que tu maintiennes une bonne relation avec au moins certains membres clés dans chaque équipe pour être capable de passer un message bouche à oreille plus rapide quand il faut. D'avoir des capitaines qui sont à leur affaire, qui vont prendre les présences, qui te disent « Ah, ben là, j'ai un pagayeur qui est venu faire un essai. OK, c'est bon que tu me dises qu'il est venu faire un essai, mais il faut que tu me dises aussi s'il continue. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'il va continuer la saison complète? Puis, le chandail, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tous ces petits trucs-là. Si j'ai pas, et moi, je les appelle mes yeux et mes oreilles, les capitaines, si je les ai pas, ben, tu sais, je sais rien, puis je passerais tous mes soirs
à l'extérieur sur le bord du canal, ce qui ne fait pas de sens. C'est comme ça m'enlèverait un 3-4 heures par jour dans le bureau. J'y arriverais pas. En tout cas, ou sinon, je ferais des journées de 12 heures, puis je pense pas que je pense pas que mon cerveau arriverait à gérer, plus les événements qu'on a la fin de semaine, le challenge, la Coupe du Québec, tout ça, quand c'est des 2 jours d'événements, après ça, je suis brûlée, mais je dois quand même aller au bureau parce que les choses continuent, ça roule. Mhm. Tiens, tu viens tout juste d'ouvrir la porte sur la conversation sur les compétitions. 22 Dragons, on n'est pas unique, mais il n'y en a pas beaucoup d'endroits comme nous qui qui sont autant impliqués du côté développement sportif, en ayant un club sportif compétitif, mais aussi dans la création d'événements, right? Ouais. Et ton rôle chez 22 Dragons est splitté entre les deux. Ouais. Je ne sais pas si c'est 50-50, mais bon, je sais que tu es importante pour le bon déroulement des deux moitiés du club. Je veux en particulier me demander des questions au sujet des les événements style collecte de fonds. Je sais que quand on va à l'extérieur de Montréal, ça passe souvent à travers Matt Robert, mais je sais que pour les petits événements qui se passent directement chez nous, au club, ça passe habituellement un peu plus à travers toi, si je me souviens bien. Toute la gestion de contrat, ça, c'est vraiment Matt Robert. Moi, Okay. j'ai vraiment aucune idée, là, la tarification, tout ça. Donc, ça passe toujours par Matt Robert, mais c'est vrai que je vais faire peut-être un peu plus de suivi s'ils ont des questions. Ah, on peut-tu avoir accès à l'électricité? On peut-tu avoir une structure gonflable? On peut-tu X, Y, Z? Donc, ça, c'est, oui, un peu plus moi qui va s'en occuper quand c'est ici à Montréal. Parce que les événements à l'extérieur de Montréal, la réalité, c'est que je ne connais pas nécessairement toujours le site. Je me suis quand même promenée un petit peu, mais c'est ça. Je connais bien le club, je connais bien nos installations, puis pas mal les règles, peut-être pas tout parce qu'il y en a tellement de règles qu'on doit suivre, vu où on est situé, mais ouais, voilà, c'est vrai. Alors, à travers les années, tu en as vu passer et certainement tu en as vu certains qui reviennent à chaque année et d'autres qui, ça se passe une fois et ensuite ça disparaît. Est-ce que s'il fallait que tu essaies de mettre le doigt sur c'est quoi les événements qui, comme tu as un gut feeling que celui-là, ça va bien se passer ou il y aura une bonne réaction du public et qu'on peut compter sur leur business dans les années à suivre. Est-ce qu'il y aura-t-il des points communs que tu as remarqués de ceux qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien? Bonne question. Moment awkward de silence où je réfléchis beaucoup. Je sais pas. Non, tu sais, chaque organisation, c'est différent. Autant c'est qui leur clientèle qui vont faire appel pour venir participer à l'événement. Tu sais, c'est sûr qu'ils doivent. Qu'est-ce que. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais, le marché à Montréal, c'est compliqué. Si je compare, par exemple, à des plus petits marchés que j'appellerais comme Granby ou Sept-Îles. Okay. À Montréal, il y a tellement d'associations, il y a tellement de fondations, d'hôpitaux, que je pense des fois, ça devient difficile pour ces petites organisations-là de s'y retrouver dans le marché montréalais. Donc, je pense que ce qui fonctionne, comme par exemple Granby, que c'est un de nos très bons événements, la fondation de l'hôpital de Granby, ça fonctionne bien parce que les gens de Granby, ben, pour avoir des soins de santé, pour eux, c'est à l'hôpital de Granby et c'est tout. Oui, parfois, ils vont devoir se promener un peu, mais ils ont vraiment un attachement comme particulier à leur hôpital. Tandis qu'à Montréal, ben, c'est rare que les gens vont dire « Ah, ben, je vais à mon hôpital de quartier ou un hôpital un peu plus petit. » Ça se perd parce qu'à Montréal, ben, les spécialités sont un peu partout.
Donc, ce qui est difficile, je pense, à Montréal pour les organisations, pour faire les levées de fonds, c'est ça, c'est que c'est trop dilué. Il y a trop d'associations pour vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance vraiment fort. Mais il y a des causes comme Missing Children, par exemple, que c'est pas juste montréalais, c'est provincial. Bien là, eux, ça fonctionne bien parce que c'est une cause unique au Québec. Ils sont les seuls à représenter les enfants disparus. Donc, c'est ça. Je sais pas comment identifier plus que ça. Tu comprends? Bon, mais tu me fais repenser à. Ouais, non, je crois que peut-être une manière de le dire serait que les organisateurs aient bien ciblé bien ciblé leur clientèle. euh, Ouais. comme quasiment pas essayer d'aller chercher comme le plus gros filet possible. Mais D'avoir des objectifs qui font du sens avec ce qu'est le marché, c'est ça. ouais, comme parce que par exemple, l'autre groupe auquel je pense, c'est Astérisque. Ouais. Par définition, statistiquement, la communauté LGBTQ, oui, le plus qu'on connaît là-dessus, le plus qu'on réalise que c'est une partie significative de notre communauté, mais c'est quand même, je crois que les statistiques, c'est comme 10 à 13% de la communauté Exact. générale fait partie de la communauté LGBTQ. Alors, tu as un dixième de la population de Montréal qui théoriquement qualifierait, mais l'événement d'Astérisque, à cause qu'ils savent que c'est cette communauté spécifique-là, ils font beaucoup d'efforts pour vraiment aller les chercher avec un... et c'est une collecte de fonds que c'est facile de se sentir attaché à ça parce que tu vois comment ça redonne à ta communauté. Ouais. Ça, c'est un événement qui fonctionne super bien. Il y a toujours beaucoup de monde et l'expérience est toujours excellente. Oui, puis c'est ça, c'est sûr que je ne sais pas trop c'est quoi Astérix, mais je sais que dans les équipes, ils ont des fondations, des autres associations, d'autres fondations dans la communauté LGBTQ. Donc, ça l'aide à ce qu'ils fassent un événement qui se fait du sens et que tout le monde se réunit pour venir à cette cause-là. Et oui, ça, ils sont dans le marché montréalais, Astérix, mais ils fonctionnent bien et je pense qu'ils se sont mis des objectifs réalistes aussi. C'est pas un Missing Children qui va avoir un 25 équipes, si je ne me trompe pas, Missing Children environ, en moyenne. Astérix, ils savent, 10-12 équipes, c'est leur maximum qu'ils peuvent aller chercher et ils le savent que, je pense, pour durer dans le temps, ben, c'est mieux de viser comme un peu plus bas, mais d'en avoir à toutes les années. Oui, c'est ça. Pas brûler le marché, tu sais. Des multiples années de suite avec 10 à 12 équipes qui sont 100% vendues et qui sont déjà en train de demander ce sera quoi la date pour l'année prochaine, on veut participer, des trucs comme ça. Là. Ouais. On va changer de sujet, je vais prendre un peu de recul. On avait mentionné Szeged et comment tu travaillais in the background pour nous aider à partir de Montréal, faire en sorte que notre participation au Club Cruise de Szeged se passe avec le minimum de X possible. Ouais. Et en effet, tu as été fondamental à l'organisation des affaires à Szeged avant même qu'on se rende à Szeged, right? Oui. De toute la logistique. Alors, l'inscription des payeurs, le paiement. Exactement. C'est quoi la question que moi, j'aimerais demander, c'est surtout avec des situations comme ça, et ça peut vite devenir cher parce que au minimum, c'est un voyage à l'international avec le logement. Et ensuite, il faut se payer la bouffe et considérer le transport et des trucs comme ça. De ce que tu as vu et ce que le monde t'ont dit, où seraient les endroits où ça vaut la peine de payer un peu plus pour avoir quelque chose de mieux et c'est où les endroits où on peut se permettre en tant que club de sauver un peu d'argent? Ça, c'est sûr, on va toujours en avoir comme, si je peux dire, de tous les budgets. Il y a des gens que ça ne leur dérange pas de dépenser un peu plus.
Mais c'est sûr, je pense que l'hébergement reste quelque chose qui est le plus important. C'est comme c'est le point central où tout le monde va se retrouver, manger ensemble, se reposer. C'est important de bien dormir pour pouvoir bien performer. Puis c'est ça, d'avoir un hôtel qui va être capable de te dépanner aux besoins. Donc, je sais, Szeged, j'ai fait un peu moins parce que bon, retourner en arrière, à l'époque, en 2010, on avait la majorité de nos équipes s'autogéraient. Donc, c'était géré par les payeurs eux-mêmes. Donc, à cette époque-là, vraiment, je faisais rien dans l'organisation des championnats du monde. Ce que je faisais principalement, c'était l'inscription des payeurs sur le système IDBF. Je m'assurais que tout le monde avait signé leur waiver et compagnie. Donc, ça, c'était ma portion à moi. Mais après ça, c'était les capitaines et les gestionnaires d'équipe qui réservaient l'hôtel à destination Macao, Hong Kong, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. Italie. Italie aussi, oui, c'est ça. Donc, ça, c'était vraiment les capitaines. Après ça, on a pris le contrôle. Je ne veux pas dire contrôle parce que j'ai l'impression que c'est un peu intense comme terme, mais il y a eu une décision de club qui a été prise que tous les pagayeurs élites qui veulent faire les compétitions à l'international, on se regrouperait ensemble pour quand on part, qu'il y ait plus de collaboration entre les équipes, ce qui permet, c'est ça, de sauver quand même des frais pour l'hébergement, je pense. Pour Szeged, Matt connaissait déjà des places là-bas. Donc, lui a contacté directement ses contacts à Szeged et c'est comme ça qu'on a eu les hôtels qu'on avait. Que je pense, je ne sais plus c'est quoi le nom du monsieur, mais il aidait énormément à vous fournir des boîtes à lunch, toujours avoir de la nourriture en plus, assurer que vous aviez vraiment tout le temps beaucoup de bouffe. Ouais, là-dessus, j'avoue que Peter. comme on a été choyés, mais définitivement, si n'importe quand que c'est possible d'avoir une genre de connexion locale au site dans la ville de compétition, ça aide tellement parce qu'en effet, dépanner, c'est comme c'est les petites affaires qui sont comme quasiment impossibles à planifier, mais quand ça se passe, tu n'as aucune idée c'est où trouver, c'est où le centre, le supermarché, c'est où la acheter pharmacie, du détergent, où acheter un first aid kit, c'est pas quelque chose que, c'est comme trouver une pharmacie, c'est pas habituellement la chose que le monde trouve le plus facilement. Non. Et ou pire encore, quand il y a des urgences, s'il faut contacter la police ou l'ambulance, c'est quelqu'un qui est capable de parler le langage pour toi, quelqu'un qui sait où sont situés ces endroits-là, parce que c'est pas le genre de choses pour lequel le monde planifie. Non, et surtout pas dans un pays comme la Hongrie avec une langue complètement différente. Et là, c'est ça. À Szeged, je n'ai pas voyagé avec l'équipe, j'étais restée ici à Montréal. Et là, dans les plans, j'allais pour la première fois avec le club au Cécile aussi en France. Ouais. Qui, pas de surprise, tout le monde le sait, que ça n'a pas eu lieu. Mais voilà, je pense que j'avais trouvé un super de bel hôtel, ça aurait vraiment été le fun, il y avait une piscine, on était au top d'une montagne. Je pense que ça aurait vraiment ça aurait fait une différence pour le club. Je pense qu'on aurait pu vraiment être tous ensemble, passer vraiment du bon temps de qualité. Puis c'est ça, je pense que ça aurait vraiment aidé à ressouder beaucoup de choses dans le club. Ça aurait été vraiment le fun. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que tu mets ton doigt sur quelque chose de quand même vraiment important. C'est comme à quel point que les petites décisions au sujet logistique peuvent avoir un gros effet sur l'expérience en tant que club. Surtout encore comme nous, on a la difficulté unique de gérer un très grand nombre de membres avec un gap d'âge. Avec un gap d'âge d'une cinquantaine d'années et créer un sens de connexion entre tout ce monde-là, ça devient compliqué par moments. Et quelque chose comme avoir un lieu comme ce qu'on était supposé avoir en France, un lieu qu'on allait pouvoir appeler comme c'est à nous. C'est comme quand
Ben c'est ça, c'est notre home base pour 10 jours. Ben, et si je compare avec Regina, ça a été un peu ça. À Regina, on était divisés. Par contre, on n'était pas tous au même hôtel. Mais quand même, moi, j'habitais à un hôtel qui était un peu plus au nord de Regina. Ben, on avait un peu cet esprit-là. On se retrouvait comme au centre, à la piscine. Il y a eu une compétition de glissade entre un senior A, je ne vais pas le nommer, et des U24. Donc, tu sais, ça a vraiment créé un esprit vraiment vraiment le fun. Moi, en tout cas, j'en ai gardé des très bons souvenirs et je suis certaine que les personnes qui vont m'entendre dire ça vont se reconnaître et s'en souvenir. Aussi, une des choses positives que j'ai vues, c'était nos filles, quelques filles U24 qui étaient la drummeuse pour nos équipes seniors. Donc, ça aussi, c'est comme t'as une jeune fille de 20 à 24 ans qui va aller drummer les seniors. Et eux, ils en prenaient soin de leur tamponineuse, ils s'assuraient qu'elle allait bien, tout ça. Donc, tu sais, ça l'aidait vraiment à créer des relations entre les différentes divisions et réduire le gap, hein, souvent, entre tout le monde. Bon moment pour faire ma transition. On mentionne le malheureux What If de 2020 et quand Ouais. tu es supposé te joindre à nous dans toute l'expérience. Dieu sait que comme pour tout le monde qui font partie du club de Vin de Dragon, tout le monde sait à quel point que Lynn, même si tu n'es pas là physiquement, tu es tellement là émotionnellement, comme t'es en train de rester réveillé jusqu'à Dieu sait quelle heure pour regarder les vidéos live. Ouais. T'es là en train de pleurer toute seule dans ta chambre quand le monde Ça performe m'a pas bien. pleuré. Ben oui. Et t'es la première à enregistrer les vidéos et les mettre sur Facebook pour qu'on puisse les revivre. Oui. Euh, Oui. C'est vraiment important pour moi, en fait. Puis même, je pense à la première compétition internationale de ma sœur. Ma cœur, c'était en quelle année? 2010. 2010. Donc, non, ça n'a pas été sa première. Elle a fait Malaisie aussi. C'est ça. Mais donc, ma cœur, je me souviens que j'étais chez moi avec le time difference qui fait pas de sens. C'est comme un 12-14 heures, je sais plus trop. La qualité du vidéo était épouvantable. C'était des pixels. Il y avait, je pense, 6 pixels dans l'image. Puis là, je cherchais, puis j'étais comme, hey, c'est quelle équipe Ben de Dragon? C'est laquelle équipe Mahjong et tout ça? C'était impossible à voir. C'était impossible. J'arrivais parfois à savoir si je reconnaissais Julie Beaulieu qui tirait dans ce temps-là ou John qui ne bouge pas à l'arrière du bateau. Donc, j'arrivais comme à déterminer quelle équipe était Ben de Dragon, mais vraiment, là, c'était compliqué. Maintenant, la qualité vidéo est vraiment mieux et là, je peux vraiment faire un screen record de mon téléphone puis vous le poster après ça tout de suite sur Facebook pour que vous puissiez le regarder. Puis c'est ça qui était le fun aussi à Zeguet, je m'en souviens, c'est vrai, je faisais des screen records comme ça puis je vous le postais après ça puis je vous disais « Ah, j'ai pleuré, je suis tellement contente, non. » Mais oui, je suis comme ça, je te motive. Mais oui, je veux dire, comme, tu sais, t'es autant impliqué dans le projet d'amener 26, 28 personnes vers un objectif. Autant que pour nous, croiser la ligne d'arrivée avec un bon résultat, c'est un peu comme un release. C'est comme, oh mon Dieu, tout le travail qu'on a fait la dernière année, ça a fonctionné. Je veux dire, tu es autant impliqué dans ce travail-là. Mais oui, je suis tellement fière. C'est pas surprenant que toi aussi, tu as ce sentiment de comme, ah, c'est comme, OK, oui, c'est comme toutes les heures devant l'ordi à être sûr que le monde n'a pas oublié leur passeport avant d'embarquer sur l'avion. C'est comme ça. It worked, it paid off. Oui, exact. Mais oui, je voulais parler de ça parce que il y a le What If de 2020, mais c'est pas, dans un sens, c'est pas la première fois ça n'allait pas être ta première fois à être impliqué dans quelque chose au niveau international parce que c'est pas international pour nous, mais tu faisais partie de l'équipe de Dragon Ball Canada en 2015 à Wallen. Oui. Si je me souviens bien, right? Oui. Alors, explique, c'était quoi ton rôle durant le championnat du monde en 2015? M'assurer que, si on peut résumer en un mot, c'est être la maman de tous les pagayeurs, de toutes les divisions.
C'est sûr que, tu sais, je connaissais pas tous les pagayeurs, mais les pagayeurs du Québec me connaissaient beaucoup. Ceux d'Ottawa aussi, il y en a quand même plusieurs qui me connaissent. Donc, c'est ça, c'est de m'assurer que tout le monde avait leur carte. S'il y en a, il manquait des cartes, ben, d'aller refaire leur carte de la IDBF. M'assurer qu'ils avaient les communications aussi à temps. C'est sûr que les program directors, les directeurs de programme, ça font aussi beaucoup cette job-là. Ils ont souvent aussi une gestionnaire qui fait ça, mais moi, c'était de chapeauter tout ça, m'assurer que tout allait bien, que tout roulait comme il faut. Et as-tu des souvenirs en particulier de. Parce que de ce que je sache, ça, c'était ta première fois comme directement impliqué dans quelque chose de cette envergure-là, si je me souviens. Ouais. Colin, comment dire ça de façon positive? Ben, la dernière course de... Ah oui. Ah oui. Ouais. Je sais à quoi tu fais référence. Et encore une fois, donc je vais tout de suite dire, j'ai pleuré parce que je suis une fille très émotive et j'étais tellement déçue que ça n'allait pas fonctionner. Donc, pour remettre les gens dans le contexte, dernière course du championnat du monde, tout est fini, ça termine par le 500 mètres 500 mètres Premier Open. Ouais. Le Canada est en bonne position quand même. On est dans le couloir 2. 2, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Il y avait d'un côté la Thaïlande, de l'autre côté les États-Unis. Je crois que oui. Ouais. La manière que je m'en souviens, c'est comme ça, ouais. Ouais, exact. Et en tout cas, une équipe, on ne va pas la nommer, n'était pas au centre de son couloir. Et là, je me souviens bien du terme que je dois utiliser si jamais ça se représente, n'était pas au centre de son couloir. Donc, les coachs sont venus en courant me voir. Lynn, il faut faire un protège, non. Il y a équipe X qui n'était pas au centre de son couloir et tout ça. Donc, il faut contester la course. Donc, je remplis c'est un papier qu'on devait remplir pour expliquer le point, mais si je me souviens bien, je n'avais pas utilisé le mot n'était pas au centre de son couloir. J'avais dit le mot genre wash ride. Ah. Ouais. Okay. Fait que là, moi, j'emmène ça en haut à Mike Thomas à l'époque, il était le directeur, le vice-président au règlement de course, je ne sais plus trop c'était quoi le titre. Technical? En tout cas, lui. Et là, je lui emmène mon papier et tu comme stressée parce que là, j'ai les deux coachs, Mike Kramer et Matt Robert, que je connais très bien, qui sont, eux, assez énervés de la situation. Donc, là, moi, je prends leur stress, je prends leur énervement et là, je monte, je dépose mon protège, on me demande de sortir. Les autres équipes de la finale viennent aussi voir ce qui se passe, pourquoi que le Canada est monté dans la tour pour aller faire un protège, etc. Et donc, ça a fini que le protège n'a pas été accepté. Donc, ouais. Fait que là, quand on m'a donné la décision, je pense pas que j'ai pleuré devant Mike Thomas. Probablement. Ça ne m'étonnerait pas. Puis le pauvre Mike Thomas, je pense qu'il a essayé de me consoler comme il m'a flatté dans le dos, puis il se sentait mal. Mais là, après, ma grosse épreuve, c'était d'aller annoncer la nouvelle à l'équipe de Premier Open et Matt Robert et Mike Kramer. Donc, là, je pleurais, puis là, tous les garçons sont venus. Oh, je savais pas cette partie de l'histoire. Clairement, ça vient encore te chercher. Ben oui! J'étais tellement déçue, là, mais c'est pas grave, là, c'est ça. C'est juste une course, puis c'est ça que les gars ils me disaient, puis peut-être que ça n'aurait rien changé au résultat aussi, je me souviens plus trop, mais c'est ça. C'était juste comme... Mon Dieu, je peux pas croire que je pleure encore! Oh non! Je peux t'assurer que, comme, dans mon expérience personnelle d'avoir vécu des courses où je me retrouve du mauvais bord d'un comme 0.0 quelque chose seconde ou des trucs comme ça. Sur le coup, certainement, ça fait chier. On peut pas le nier. N'importe qui compétitionne veut gagner, right? Et c'est sûr, comme au moins de ces jours-ci, moi, quand je y repense, comme c'est
comme un peu en niaisant, ça me frustre encore, mais, mais comme si j'aurais été du bon côté, à quel point est-ce que ça changerait comme ce que comme mon expérience finale, je crois que c'est seulement un point d'une histoire au complète. Et, et alors, si les gars auraient gagné une médaille de plus, ils auraient une médaille de plus à accrocher. C'est ça, mais tu sais, comme je pense que c'était le fait, c'était au Canada, c'était la dernière course de l'événement. J'avais pas eu, si j'avais eu d'autres protèges, peut-être que j'aurais été prête à cette situation-là, mais là, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment comme l'aspect qui me faisait peur d'être confrontée d'aller dans la tour puis de devoir aller me plaindre. Habituellement, tu es celle qui reçoit nos plaintes C'est ça. à nos compétitions locales. Là. Fait que là, c'est ça. Là, c'était comme l'opposé. Puis, ben là, tu sais, dans mon protest, ça l'incluait, je vais dire, là, ça l'incluait l'équipe des États-Unis. Et j'avais passé le championnat du monde au complet avec la maman de l'équipe des États-Unis, OK. Barbara, je pense qu'elle s'appelle. Je suis encore en contact avec elle sur Facebook. Mais on s'était appelé le Fab Four. Il y avait la fille du UK, Australia, Canada, puis USA. On était ensemble tout le temps les quatre. On avait vraiment eu une super de belle relation. Puis là, ben, quand il y a eu comme ce projet-là, puis que j'avais inclus Team USA dedans, ben là, ça avait créé un peu comme un semi-froid entre moi et elle, mais tu sais, comme elle est venue me voir, puis elle a dit, tu sais, fais-toi-en pas, ça fait partie de la situation. Elle, c'était pas sa première fois qu'elle faisait ce rôle-là. Donc, ça, elle avait été super gentille, puis je pense qu'elle avait trouvé ça peut-être un peu intense que je pleurais, mais je lui ai dit, non, tu sais, je suis une fille émotive, tout ça, je prends juste vraiment les choses à cœur. Fait que c'est ça, non, tu sais, ça reste une belle expérience pareil. Là, maintenant, je sais c'est quoi le mot, il faut que j'utilise. Pas au centre du couloir. Mais je crois que pour conclure la conversation, je crois que dans cette histoire, on voit pourquoi t'es tellement une pièce fondamentale du succès de chez 22 Dragons et que tout club peut seulement espérer avoir quelqu'un qui est aussi impliqué que toi, qui n'est pas juste dans le. Comme, c'est pas juste une job de gestion simple, mais c'est quelque chose dans lequel tu crois vraiment et que tu sens. Et j'espère que nous, en tant que club, on te fait sentir que tout notre succès t'appartient autant à toi qu'à nous sur l'eau. Mais oui, vous avez des. Je sais plus c'est qui, je pense que c'est Pat Tremblay qui m'a amené une médaille de Szeged. Comme j'étais pas allée à Szeged, mais il m'a ramené une médaille. Donc, tu sais, oui, on s'assure toujours que je suis reconnue dans mes tâches, si je peux dire, même si je ne suis pas toujours présente, même si je ne suis pas là aux pratiques, que je ne pagais pas avec vous et compagnie, tu sais, je suis toujours là en arrière pour. Puis oui, je suis fière de 22 Dragons, de ce que c'est rendu aujourd'hui. Lynn, là-dessus, je crois que c'est un bon moment pour conclure notre conversation. Oh mon Dieu, ça fait 1 heure déjà. Merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as donné, d'avoir partagé les leçons que tu as apprises sur la dernière décennie dans ton implication chez 22 Dragons et en espérant que c'est seulement le début. C'est seulement le début de tout ce que tu vas pouvoir accomplir chez notre club. Ah, merci. Merci. Woo.